Allez, on vous l'a dit, hein, on passe beaucoup de temps, que ce soit avec tous ceux-là justement qui font des cours d'auto-école et bien d'autres personnes sur ce plateau-là pour sensibiliser sur la sécurité routière. Et vous le savez, quand on parle d'insécurité routière, on parle d'accident. Quand on parle d'accident, on parle de bobos. Et parfois, pas que des bobos, mais de cas encore plus graves. Et on se retrouve à l'hôpital. Et ceux-là qui font partie de ce personnel-là qui s'occupe de vous et de nous lorsque nous avons des accidents. On a donc une qui est avec nous sur le plateau, une émérite, je vous en prie, je préfère l'appeler comme ça. C'est le docteur Feniki Nim Corinne. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va, docteur, c'est tellement magnifique qu'on se demande... Merci, vous également. Oh. Ah, docteur. Bah, écoutez, je vous laisse regarder la caméra, dire bonjour aux téléspectateurs, vous représenter encore avant qu'on entame les choses sérieuses. Alors, bonjour à vous les téléspectateurs. Alors, moi, je suis le docteur Feniki Nim Corinne, chirurgienne traumatologue au CHU Sylvanus Olympio. Exactement, chirurgienne traumatologue. Et avec notre très cher docteur aujourd'hui, nous allons justement parler de votre travail. Et on sait que dans le cadre de votre travail, vous vous retrouvez malheureusement souvent en face de plusieurs cas d'accident, n'est-ce pas? Oui. Tout à l'heure même, avant que vous ne veniez, selon certains coups de gueule prononcés par mes collègues sur le plateau, vous avez pu entendre Madame Light qui parlait de ceux-là qui ne respectaient pas la patience peut-être en cours de route. Monsieur Ataïa a parlé de ceux-là qui n'attachaient pas bien leur casque, qui se détachaient, qui pouvaient causer d'autres accidents. Et souvent, on a tellement d'imprudence sur la route. Et quand on en parle un peu, parfois ce sont de grandes imprudences, d'autres ce sont des imprudences un peu plus anodines, mais on se dit, oh, qu'est-ce que ça fait? Alors que, justement, qu'elle soit anodine ou pas, elle peut entraîner un accident qui peut emmener à quelque chose d'autre. La première question, dans le cadre de votre travail, vous me direz si c'est vrai ou faux, vous retrouvez beaucoup avec des personnes qui ont eu des accidents Oui, dus à effectivement. l'insécurité routière, Oui. n'est-ce pas? Oui. D'accord. Quels sont les cas les plus récurrents, par exemple, on va dire, depuis que janvier a commencé, avec lesquels vous vous êtes retrouvés on peut donner le nom de l'hôpital, vous êtes, Oui, n'est-ce pas? pas de souci. Vous êtes au CHU Sylvanus Olympio. Oui, c'est ça. Bien. Alors, depuis janvier, par exemple, si on peut en parler, est-ce que vous avez beaucoup de cas dus à des accidents, que ce soit de moto, qui auraient pu être évités ou pas, et vous êtes retrouvé avec des cas, vu que vous êtes chirurgienne, assez graves à traiter? Oui, effectivement. Alors, nous avons fait récemment une étude et il faut savoir qu'actuellement, les accidents de la voie publique sont très fréquents. Et ces accidents de la voie publique impliquent beaucoup la population jeune, soit un pourcentage de 48%. Okay. Et après ces études, en fait, nous avons remarqué qu'il y avait une prédominance masculine. Donc, voilà, il y avait une prédominance sur le masculine. truc là, vous voyez. Voilà. Et souvent, ces accidents de la voie publique, nous avons essayé sur un certain nombre d'années. On prend parfois par année, en fait, on essaie de faire un bilan. Oui. Nous avons remarqué que ces accidents de la voie publique impliquaient beaucoup les motos et taxis. Alors, quand je dis moto, je parle des motos qui servent en fait de transport commun, okay, et les taxis qui nous servent également de transport commun. Oh, wow. Certes, il y a des accidents qui impliquent tout ce qui est voiture personnelle, moto, mais nous avons relevé que c'était plus élevé. Donc, à dire que peut-être on devrait faire une sensibilisation. J'ai écouté tout à l'heure, effectivement, c'est des trucs qui se passent fréquemment. Et nous avons souvent des accidents très graves, au risque même des patients qui perdent leur vie et qui sont parfois amputés. Donc, malgré, c'est vrai, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on a instauré le port de casque. Au départ, on a remarqué que ça commençait par baisser, mais ça n'a pas duré en fait. Après, ça s'est enflammé. Donc, on s'est dit que ça doit être dû à la régularisation de la vitesse, les codes de la route que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc, voilà. Les lésions graves, franchement, de plus en plus. Vous allez voir un patient tellement concassé que vous ne savez même pas comment faire. Et je vais profiter de cette occasion pour faire appel à la population, surtout,
C'est vrai qu'actuellement, la population togolaise, c'est très bien parce que quand une personne fait un accident de la voie publique, vous allez remarquer qu'il y a tout un engouement tout autour. Voilà. Et le service de SAMU, ceux qui font le transport de ces accidentés depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital, ils essaient également de leur mieux. Mais ce que je veux dire à la population, c'est par rapport au vol des identités des patients sur les lieux d'accident, en fait. Vol des identités. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui est affaires personnelles, en fait. Parce que beaucoup de fois, on se retrouve au CHU avec des patients dans le coma, par exemple. Et souvent, quand au moins ils ont les affaires, on essaie d'enlever, au moins avoir une carte d'identité, appeler et mettre un nom sur les patients. Voilà. Mais il y a beaucoup de ça sur beaucoup de patients qui nous viennent sans identité. Donc, c'est un patient qui va rester faire des jours aux urgences. Et bon, maintenant, je vais dire par la grâce de Dieu, les choses s'améliorent un peu. Il y a les affaires sociales qui interviennent maintenant un peu. Quand c'est comme ça, on fait des ordonnances en urgence. On part s'adresser au service des affaires sociales pour qu'ils puissent aider le temps. Mais ça ne peut pas couvrir voilà, tout, ça ne peut pas couvrir en fait. Quand j'ai commencé ma formation de chirurgienne, j'avais un peu de temps. J'avais créé un compte TikTok et à travers ça, en fait, je ne prenais pas forcément le visage de ces malades, mais je transmettais en fait un simple message pour dire voilà, on a un patient, si jamais quelqu'un ne retrouve pas son parent et tout, ou parfois c'est un patient qui connaît son nom, mais il est un peu, je ne vais pas dire obnubilé en fait. Les patients surtout qui ont des traumatismes crâniens, c'est ça. Il est un peu obnubilé. Donc du coup, il arrive à donner son nom, mais n'arrive pas en fait à donner le nom d'un membre de la famille ou un numéro pour appeler. Et ça a eu à marcher. Mais bon, avec le temps, on n'a forcément vous avez pas. beaucoup d'occupations, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, on ne peut pas s'accrocher à nos téléphones tout le temps et tout. Bon, on essaie de faire au mieux. Alors, voilà. Si je comprends bien, non mais sérieusement, c'est dire que quelqu'un a eu un accident, vous venez pour aider la personne et la personne mais au moins prenez l'argent et laissez la carte d'identité. Exactement, c'est bon. Désolé, hein, c'est pas encouragé. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez pas quelque chose forcément, prenez l'argent, tout ce que vous voulez, mais laissez au moins une carte d'identité en fait. Parce que les sapeurs-pompiers, parfois, ils retournent sur le terrain, mais on ne retrouve rien. Et c'est difficile. On se retrouve avec des patients qui font plus d'une semaine, voire même plus. Oui. Mais pourquoi les gens font ça? Et parfois, c'est une chance, en fait, pour certains, ils arrivent à s'en sortir comme ça, du coma, et voilà. Waouh. Ce qui veut dire que si vous avez un patient qui est dans le coma et les papiers ont été perdus et que c'est peut-être quelqu'un qui n'a peut-être qu'un seul parent quelque part qui... Désolé pour le thème que je vais utiliser, mais c'est mort, quoi. Oui, c'est mort. Et parfois, quand on n'a pas de nom, on les cote comme patient XY jusqu'à ce qu'on trouve un nom. C'est comme ça on le fait. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. On essaie de les étiqueter patient XY. C'est avec ce XY, on part faire les bilans radio, le scanner. On négocie pour... Alors, parfois, l'intention des affaires sociales, parce que c'est quand même un service qui doit tourner, c'est de porter secours rapidement pour pouvoir épargner la vie de la personne et qu'après, lorsque la famille va revenir, voilà, peut-être... Oui. Bon, on a eu parfois des différends et tout, dans le sens où peut-être le patient par la suite est décédé, parfois pour rembourser, c'est difficile. Donc ça rend un peu ce côté... Voilà, un peu compliqué. Un peu compliqué. Alors justement, il faut qu'on le précise, docteur Corinne, vous permettez que je m'appelle Corinne, est traumatologue. Avant qu'on ne revienne sur la première question, je voudrais déjà qu'on puisse bien expliquer ce que c'est qu'un traumatologue. Parce que nous, quand on pense traumatologie, avant je pensais traumatisme, quand j'étais beaucoup plus jeune. Jusqu'à ce que j'ai eu un ami qui faisait la médecine et qui était étudiant et qui était en traumatologie et qui un jour à qui on devait remettre quelque chose et on est allé. Le traumatisme. Quand tu étais à la traumatologie. Merci mon amour. Quand je suis allée à la traumatologie, ne m'a jamais quittée. Vous avez parlé tout à l'heure justement d'amputation, de plusieurs choses. Le traumatologue, en vrai, qu'est-ce qu'il fait? Alors, un chirurgien traumatologue, en fait, la traumatologie, c'est une branche de la chirurgie qui s'occupe
des pathologies, que ce soit traumatiques ou non, de l'appareil locomoteur. Initialement, en fait, quand on dit on a un chirurgien traumatologue, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est traumatisme et pathologie non traumatique depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais avec le temps, en fait, ça s'est amélioré et on a ce qu'on appelle des sous-spécialités. Okay. Du coup, actuellement, il y a ce qu'on appelle la neurochirurgie qui s'occupe de tout ce qui est traumatisme crânien, même si dans un premier temps, c'est le traumatologue qui fait face aux patients en urgence. Actuellement aussi, il y a des médecins d'urgence qui sont formés aux urgences. Okay. Donc maintenant, il y a eu des sous-spécialités, c'est-à-dire la tête, tout ce qui est traumatisme crânien ou tumeur, autre pathologie que traumatique du crâne, par exemple, c'est le chirurgien traumatologue. Il y a le thorax, c'est-à-dire tout ce qui concerne les pathologies du thorax, que ce soit traumatique ou non. Il y a ce qu'on appelle le chirurgien thoracique. Il y a le rachis également. Tout ce qui concerne la colonne vertébrale, si je vais le dire de façon terre à terre pour que les gens puissent comprendre, qui s'occupe de tout ce qui est pathologie du rachis. L'abdomen également, il y a une sous-spécialité qu'on appelle la chirurgie viscérale. Et actuellement, les traumatologues, on s'occupe de tout ce qui est appareil locomoteur, ce qui nous permet de toucher, d'attraper, de marcher. Voilà, quand on dit un chirurgien traumatologue. Donc c'est ce chirurgien qui s'occupe de l'appareil locomoteur. Okay. Mais il faut savoir que le chirurgien traumatologue ne s'occupe pas seulement en fait des traumatismes. Parce que mis à part les accidents de la voie publique, on a aussi les accidents domestiques. C'est une mamie, c'est un bébé qui à la maison a glissé au sol, il peut avoir une fracture et lorsqu'il doit consulter, c'est un chirurgien traumatologue. Okay. On a tout ce qui est tumeur également. Ah bon? Oui. Tout ce qui est tumeur, tout ce qui est accident de travail, par exemple, on reçoit aussi souvent les maçons, les menuisiers qui travaillent sur des chantiers et par mégarde, ils font des chutes, ils tombent, ils ont des fractures, ils ont des traumatismes graves. Il y a les accidents de jeu également, les footballeurs. Donc, oui, Neymar. Oui, c'est. Pourquoi Neymar? Il est souvent blessé. Et puis. Voilà, donc les accidents de jeu, peut-être il s'est pété un ligament, donc il y a tout ce qu'on appelle la ligamentoplastie. Voilà, le patient qui s'est luxé, voilà, le traumatologue, c'est ça il fait. C'est tout ça que le traumatologue il fait. Oui. Hein. Donc en somme, c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste en fait, oui. on se rend. Ce sont des voilà. mécaniciens osseux, comme dit Exactement, Bachana. voilà, c'est ça. Et actuellement, je vais dire ici, en Afrique, on est encore... le chirurgien traumatologue fait tout parce qu'on n'a pas ces sous-spécialités. Actuellement, en Europe, même dans la traumatologie, vous allez voir un chirurgien traumatologue qui s'occupe que de la main, par exemple. Un autre qui s'occupe que des membres inférieurs, c'est-à-dire il s'occupe que des lésions de l'os de la cuisse, qui est le fémur, du pied, par exemple. Donc, actuellement, ça commence pas à se diversifier parce que c'est une spécialité vraiment vaste. Il faut vraiment avoir l'étoffe pour pouvoir assurer tout cela. D'accord. Mais quand vous docteur Corinne, vous êtes chirurgienne, quel est votre domaine de prédilection, si je puis me permettre? Actuellement, vous touchez à tout? Oui, actuellement, moi, j'ai fait ma formation au Togo. D'abord, pour pouvoir être chirurgienne traumatologue, il faut faire 7 ans d'années d'études. Donc, vous avez votre bac, vous partez à l'université, vous faites 7 ans, vous avez le doctorat. Maintenant, après le doctorat, il faut faire un examen qu'on appelle le probatoire pour pouvoir être admis ou accepté ou être autorisé à faire une spécialisation. Donc, après le probatoire, maintenant, vous êtes autorisé à faire une spécialisation. Et j'ai choisi la chirurgie traumatologique, par exemple. Donc, en traumatologie, c'est 5 ans. Donc, à part les 7 ans, c'est 5 ans. Bon, dans d'autres spécialités, c'est 4 ans. Mais quand c'est la chirurgie, c'est 5 ans de plus. Et c'est après ça, en fait, tu deviens traumatologue. Et ayant fait ma formation au Togo, nous, on touche à tout pour le moment. D'accord. Alors, du coup, j'ai envie de demander pourquoi vous avez choisi cette branche-là. Parce que... Oui. Non, attends, laisse avant de parler des revenus, parce que on pense, vous avez parlé de patients qui sont concassés. Quand on dit concassés, là, c'est la fissia, quoi. Les os sont... Tout à l'heure, on va montrer des images même. Les os, bien, il y a des choses qui sont cassées, le sang ouvri, quelqu'un, et tout ça. Pourquoi?
Bon, c'est vrai, beaucoup de personnes posent cette question. Ils disent, voilà, tu es une femme, pourquoi ne pas avoir choisi une spécialisation simple comme l'ophtalmologie, des trucs comme ça pour être... Alors, souvent, j'ai cette manie de répondre. Je trouve que la chirurgie traumatologique, elle est simple. On dit l'os est cassé, il faut secourir la personne. Et dans ma formation, en fait, j'ai eu à faire les urgences. J'ai fait ce qu'on appelle mon tour d'interne dans le service de chirurgie. Et voir une personne qui fait un accident, qui revient, qui vient aux urgences, et tu arrives à apporter de l'aide à cette personne, et cette personne est là à te remercier. Ça m'a beaucoup touchée en fait. C'est gratifiant. Et voilà, c'est gratifiant en fait. C'est un métier plus gratifiant que payant en vrai. Donc je ne me voyais pas en fait rester dans un service, excusez-moi le terme, à écouter les problèmes des gens. Par exemple, si c'est la cardiologie, le patient il vient, il te dit j'ai mal au cœur et tout. J'avais besoin de faire en fait une spécialisation qui est active. Et les urgences déjà, ça m'avait beaucoup plu. Et je savais immédiatement que je vais faire la chirurgie, mais je ne savais pas quoi. Donc au départ, j'étais penchée sur la chirurgie cardiovasculaire ou la traumatologie. Mais avec le temps, je me suis dit, après tout, je suis femme. Il n'y a pas que le travail. Après, il faut la vie familiale également. Exact. Et la chirurgie cardiovasculaire, j'ai trouvé que c'était trop lourd pour moi. Et je suis partie sur la traumatologie. Voilà. Wow. Voilà. Ça va? Non, je viens de voir ces années d'études, c'est presque mon âge. Hein. Oui. Mais vraiment, il n'en loupe pas. Lui, il n'en loupe vraiment pas une, quoi. Alors justement, docteur, je voudrais qu'on revienne sur le fait bon, est-ce qu'on va dire rafistoler? Moi, je dis rafistoler. Souvent, on nous dit que once, non, a bone is break. Comment on dit, une fois qu'il y a un os qui est cassé, on n'arrive jamais à le réparer pour qu'il redevienne normal comme avant. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de fraîcheur, un peu plus de fraîcheur que d'habitude. Et je connais plusieurs personnes ici, dans cette enceinte. Vous allez les voir claudiquer, traîner un peu. Quand tu leur demandes l'accident que j'ai eu, j'ai fait ici, voilà, l'os a fait ceci, machin, c'est ça qui me fait mal et autres et tout ça. Voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse vous poser la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une info qui est avérée que lorsqu'on a un os qui est cassé, il n'arrive jamais à revenir comme cela se devrait? Ou alors, comme certains le disent, c'est parce que ce sont des choses qui se disent, ne le prenez pas forcément pour vous, c'est parce qu'on n'a pas vraiment les personnes qui peuvent vraiment redresser comme ça se doit chez nous ici. C'est le moment de pouvoir expliquer vraiment à la population. Alors, on a à l'écran une radio. C'est la cuisse? Oui, c'est la cuisse. C'est l'os de la cuisse. Ça s'appelle le fémur. Le fémur. Voilà. Ah, mais j'avais raison. Donc, ça, c'est un fémur qui s'est cassé? Oui, c'est un fémur qui s'est cassé. Ça doit être... attendez, la douleur sur une échelle de 10. 9 sur 10, hein, 9 sur 10 au départ. Avant qu'on fasse les premiers soins, c'est très atroce en tout cas. Mais comment est-ce qu'on peut avoir jusqu'à la cuisse, l'os, quelque chose est tombé dessus? C'est dû à la violence en fait des accidents de la voie publique. C'est un accident que le patient a eu. Donc, c'était, je pense, cette radio, je pense, c'était une dame de 63 ans. Oh. Donc, je pense qu'elle était prise par un taxi-moto et ils ont eu un accident. Elle s'est cassée. Donc, voilà. Oui. Ah, Jean, j'ai 63 ans, quoi. C'est très douloureux. Ça doit être hyper douloureux. Hyper douloureux. Parce que déjà, on se dit, quand on est dans la force de l'âge, je crois qu'il y a une certaine vigueur qui fait qu'on peut tenir un peu ou pas. Oui, alors, les personnes âgées, par contre, arrivent à supporter beaucoup plus la douleur que les jeunes. Ah bon? On n'a pas encore fait d'études qui expliquent vraiment ça, mais on a remarqué souvent les personnes âgées et les enfants tolèrent mieux la douleur que les adultes jeunes, comme on les appelle, toutes ces personnes qui sont jeunes, quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ramener l'image à l'écran? Parce que là, nous parlons vraiment du métier de madame. Et donc, on a un os de fémur cassé. Qui est cassé, oui. Et je crois que c'est après soin qu'on a l'image de gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, dites-nous, comment on comment on répare? Alors, ici, chez la patiente, elle a eu une fracture du fémur. Et pour toutes les fractures du fémur, c'est un traitement chirurgical. Il n'y a pas autre chose à faire.
C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de mettre un plâtre sur ce genre de membre. Parce que le fémur d'un adulte, lorsqu'il est cassé, il n'y a pas le traitement orthopédique n'a pas sa place. Que ce soit le plâtre ou autre chose, les orthèses, ça n'a pas sa place. Il faut forcément opérer la patiente parce qu'il faut savoir que l'os de la cuisse, il y a des forces très importantes dues aux muscles qui se trouvent au niveau de la cuisse. Donc, le jeu musculaire fait que si on n'opère pas la malade et qu'on redresse l'axe de l'os, la malade ou le malade ne va jamais consolider. Donc, par exemple, chez cette patiente, il faut lui faire un traitement chirurgical qui consiste à mettre ce qu'on appelle un clou fémoral. Donc, c'est un matériel métallique, je vais dire, et par une technique chirurgicale opératoire, on met un clou pour pouvoir redresser l'axe de l'os. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est là où vous parlez souvent, on dit souvent, on a mis du fer dans les pieds. Exactement, c'est ça. Nous, on l'appelle une ostéosynthèse. Okay. Mais bon, pour aller de façon terre à terre, on prend un clou, un métal qu'on met pour pouvoir redresser et pouvoir aider l'os, en fait, à consolider. Maintenant, ça reste définitivement. Parce que chez certains, ils vous diront que j'ai du fer dans les pieds pour toujours. Alors, lorsqu'on opère un patient ou une patiente avec un matériel d'ostéosynthèse, c'est-à-dire que ce soit parce qu'on a plusieurs matériaux en fonction de la lésion que le patient. Par exemple, elle avait une fracture fermée. Il n'y avait pas de plaie, il n'y avait rien. Parfois, quand il y a des plaies... Une fracture fermée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'y a rien. Voilà, à l'extérieur, c'est nickel. Ce n'est qu'à la radio qu'on peut savoir qu'il y a une fracture. Non, déjà, quand on voit la déformation nous permet de savoir que le patient il a une fracture. Donc, on a d'autres matériaux. Quand c'est une fracture ouverte, il y a certains implants qu'on ne peut pas utiliser. Okay. Donc là, elle a eu une fracture du fémur. On l'a mis un clou. Alors, la patiente, la consolidation, le minimum, on va dire, c'est 9 mois à 1 an. Mais après les 1 an, on attend en fait que le patient ou la patiente puisse consolider totalement, avoir un bancal. Et on ne peut faire l'ablation de ce matériel qu'à 2 ans. Donc, quand on opère, par exemple, cette malade, on l'a opérée, on a mis un clou fémoral. Lorsqu'elle va consolider, c'est après 2 ans. Et quand on opère le malade comme ça, déjà 2 à 3 jours après, souvent, le malade peut marcher en même temps. Mais il y a la douleur, en fait. Il y a la douleur parce que le corps, peu importe, même si on fait le traitement idéal, tout ce qu'on met dans l'organisme est considéré comme un corps étranger. C'est ça. Donc, il faut que la malade puisse supporter la douleur. Et après, on fait charger la malade. Elle peut marcher. Donc, cette patiente, par exemple, on a mis un coup fémoral. Après 2 ans, elle peut décider de l'enlever. Elle peut rester à vie également avec. Ça n'a pas d'effet nocif. Ça n'a pas d'effet nocif. Hein. Ce qui veut dire que quand on met le clou là, fémoral, là, si on doit l'ôter, c'est qu'elle doit repasser par... la chirurgie, elle revient au bloc opératoire. Voilà, après des examens, on lui fait l'ablation du matériel. Donc, le corps même ne rejette pas? Non, le corps ne rejette pas. Mais il arrive quand même que le corps rejette des implants. Par exemple, dans les cas des fractures ouvertes, si par la suite, ça s'infecte, en fait, le fait qu'il y ait un matériel dans l'organisme, le corps il ne va pas pouvoir mettre la différence entre l'infection et puis le matériel. Du coup, il va rejeter. Donc, le patient va être là à faire des infections à répétition. C'est pour ça, lorsqu'il y a une fracture ouverte, il faut faire un traitement adapté. Voilà. D'accord. Eh bien, on en parle. Vous vouliez poser une question? On en parle hein, de tous ces cas d'accidents-là. On a beaucoup de ces cas d'accidents sur la route où... encore heureux, ceux dont on vole la carte, on vole les biens et autres, tout ça, mais on les ramène quand même à l'hôpital. Certains, on se dit, je n'ai même pas les moyens. Quand tu vas aller là, on va te dire. Et donc, nous avons plusieurs personnes qui sont spécialistes, qui se disent spécialistes. Il y a un terme qu'on utilise en EV, c'est comme ça on dit. Le traitement traditionnel, ou bien on les appelle les rouviteux. Oui, c'est ça. Et les gens vont vous dire qu'ils peuvent tout redresser, qu'ils peuvent tout faire, parce que avant ils appellent ça la discipline des Blancs, avant que la chirurgie, avant que l'hôpital, tout ça n'arrive, nous faisions voilà ceci, cela. Et aujourd'hui, on fait face à plusieurs cas ainsi, où il y a des gens
qui vivent malheureusement ce fait-là et ça se transforme autrement. On a un second cas où, parce qu'avant que vous ne veniez, on a posé des questions et je veux même vous témoigner d'un monsieur conducteur de moto qui a eu un accident et qui a été emmené. Et ensuite, après, par manque de moyens, la famille a décidé qu'on le décharge. Et aujourd'hui, il dit qu'il a été traité quelque part. Il ne ressent plus de douleur, mais il est devenu claudiquant à vie. Alors qu'on lui avait dit qu'on l'aurait opéré, qu'il serait revenu à la normale. Comment vous accompagnez ce genre de personnes qui viennent à l'hôpital? Alors, peut-être qu'on devrait mieux faire la sensibilisation par rapport à ce sujet. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la chirurgie qui règle tous les problèmes. À part tout ce qui est intervention chirurgicale, il nous arrive de proposer ce qu'on appelle le traitement orthopédique, c'est-à-dire mettre un plâtre. Est-ce que je vais dire c'est un conflit ou bien on se sent menacé par ces personnes qui font le traitement traditionnel? Parce que en vrai, ils le font. Mais en fait, le patient guérit, mais il finit avec des séquelles. Et ces mêmes patients, après, ils nous reviennent avec des complications. Pour lui, le malade, il vient, par exemple, il s'est fait traiter traditionnellement. Il te dit, docteur, m'le tobo, voilà, je me dis là, zonyoede, m'kem, il a été en âme. Mais quand ils viennent avec ces complications comme ça, parfois, c'est vraiment compliqué de les traiter. Parce que plus le patient vient avec une lésion, lorsqu'il vient avec une lésion fraîche, le coût n'est pas le même que lorsqu'il vient avec les... Ah bon, hein? Oui. Voilà. Et surtout, par exemple, les gens qui font les taxis motos, par exemple, ce n'est pas un grand salaire, ils gagnent. C'est ça. Pour dire. Donc, on a, par exemple, des taxis motos, ils font beaucoup d'accidents. Surtout avec maintenant les tricycles qu'on a mis en circulation. Eux, surtout, par contre, quand ils roulent, en fait, ils oublient en vrai qu'ils ont une voiture derrière, en fait. Voilà. Donc, quand ces malades, par exemple, ils arrivent, on en a plein de cas, en fait. Le malade, il vient, il a une fracture de jambe. Je vais prendre l'exemple d'une fracture de jambe. Et il n'a pas les moyens. Lorsque la fracture n'est pas déplacée, on s'adapte, on fait un traitement orthopédique. Okay. Donc, c'est une fracture qui n'est pas déplacée pour nous, voilà, par exemple, la deuxième image ou bien la première, celle-ci? Non, celle-ci, par exemple, non. Ça, c'est après l'intervention de la dame. Hein? Voilà. Donc, on peut ramener l'autre image, s'il vous plaît? Donc, ça, par exemple, c'est déplacé. C'est une fracture très déplacée. Donc, il arrive que le malade, il se casse, mais que les deux extrémités fracturées, ils restent en contact, en fait. Quand c'est comme ça et que le malade n'a pas les moyens, en fait, c'est quoi le but de l'intervention chirurgicale? On se dit, par exemple, pour un jeune, il a un accident, le patient, il a un travail qu'il doit faire. Donc, il faut l'opérer pour pouvoir le mettre debout. Souvent, on a tendance à dire à ces patients, c'est mieux de te faire soigner et dans les brefs délais, tu marches, tu reprends ton boulot. Et si même c'est que tu as prêté pour pouvoir te faire traiter, tu rembourses. Donc, mais quand il vient, par exemple, il n'a pas les moyens, on s'adapte, on met le traitement orthopédique, c'est-à-dire un plâtre. Donc, il y a pas grande il y a une grande différence parce qu'on le fait, on redresse au moins le membre, mais dans l'art, en fait, contrairement aux robotés ou à ceux qui font les traitements traditionnels, ils ne le font pas bien. Ils massent. Parfois, le patient, il vient avec des lésions cutanées ou il vient avec des plaies. Peut-être qu'il avait une fracture fermée, ça se complique, ça s'infecte, ils viennent avec les infections. Et ce n'est pas évident de pouvoir les ramener maintenant à l'état initial parce que pour pouvoir faire la prise en charge, ça devient plus coûteux que s'il était venu précocement. Alors, vous avez ce message qui dit, je vais vous lire, ça c'est un peu long, hein, et je crois que c'est pour soutenir ce que vous disiez justement, qui dit... c'est très, très long, donc on va y aller ainsi. Salut Nectar, moi c'est William. Voici un tableau qui résume un peu la sécurité routière et la traumatologie. Alors, accidents de la route, les accidents de la route sont des principales causes de traumatisme physique. Type de traumatisme, les traumatismes les plus courants qui incluent les fractures, les traumatismes crâniens et les lésions médulaires. Micro, je vous en prie. On n'en a pas vraiment parlé, c'est tout ce qui est traumatisme du rachis. On a des malades aussi qui ont des traumatismes graves du rachis et ils finissent tétraplégiques. C'est un malade, il est juste en vie, mais ses 4 membres ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il est touché à la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. C'est ça Oui, c'est ça, la colonne vertébrale. C'est ça le rachis en fait. Et il devient tétraplégique. Alors, c'est dû à quoi? Parce qu'on nous a dit, lorsqu'on parlait de sensibilisation au niveau de la sécurité routière même, on nous a dit
que c'est pour ça on nous interdisait à la population de transporter quelqu'un qui a eu un accident parce qu'il se peut qu'on déplace quelque chose ou pas. Est-ce que souvent c'est dû à ça ou bien c'est vraiment dû à la lésion causée par l'accident? C'est dû à la lésion causée par l'accident. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas la technique de ramassage d'un malade sur les lieux d'accident, c'est vrai, vous voulez le sauver, mais vous pouvez aggraver ces lésions. Surtout quand il s'agit du rachis. Par exemple, je prends un exemple, un traumatisme du rachis cervical surtout. Si vous ne savez pas faire, peut-être les vertèbres, en fait, c'est luxé, c'est-à-dire c'est déplacé, et que vous ne savez pas comment ramasser ce malade, vous pouvez aggraver ces lésions et aller couper la moelle, par exemple. Et le malade, il finit tétraplégique, en fait. C'est un malade qui va venir avec une perte de sensibilité. Donc, on lui a causé son problème. Voilà, mais en voulant l'aider. Or, quand c'est Et vous allez encore voler son argent. C'est ça. Or, quand c'est les professionnels eux-mêmes, ils savent qu'il y a des consignes à respecter pour pouvoir ramasser un malade. Donc, c'est plus pour ça on demande à la population, même une simple fracture de jambe, vous pouvez aggraver, la plaie, ça va s'ouvrir en fait. Il faut avoir... Mais, alors, vous avez parlé de tout ce que les traumatologues peuvent toucher, des différents cas. On a même à la maison des personnes qui soient un peu âgées ou pas, ou mais qui peuvent glisser. Là, on fait quoi? Parce qu'on est obligé de la sortir de la douche au moins, ou bien de là d'où elle a glissé, cette personne-là. Oui, oui, ça par contre, c'est différent. Ça, c'est un accident domestique en fait. Mais si la personne se cogne le rachis... Oui, il arrive, par exemple, les maçons qui travaillent en hauteur et qui chutent. Il arrive. Une grande partie, ils viennent avec des complications. Donc, c'est vraiment, il faut avoir la technique pour pouvoir ramasser. Donc, parlons à tous ceux qui nous suivent. Si même c'est un accident dit domestique, il vaut mieux appeler rapidement. Voilà. Appeler rapidement. Ça peut aider en fait. Okay. Surtout pour les chutes en hauteur. Souvent, il y a le rachis qui est touché. Vas-y, après, moi, j'ai une question spécifique pour madame. Une question par rapport à la fraîcheur, au traitement. Oui. Oui, souvent, les malades ont tendance à dire « Avivo Begamea » et « Poumedunam ». Lorsque tu fais un accident, on te traite, ça n'a rien à voir. C'est plus chez les drépanocytaires, en fait, on a ce souci. Oh. C'est plus chez les drépanocytaires. Je ne vais pas citer des noms. Le froid, voilà. J'ai plein de personnes ici à la télé, depuis qu'on a commencé cette période de fraîcheur, qui claudiquent. Ouais. Et plein... Bachana, c'est que tu es mon combat préféré. C'est pour ça, en fait, il est important pour chacun de connaître son électrophorèse. Parce que, par exemple... Non, mais il n'est pas... Est-ce que tu n'es pas drépano? Mais il a eu un accident, il y a de cela quelques mois, et la période de fraîcheur agit sur la partie... C'est-à-dire, il a des douleurs, c'est ça? Oui. On a beaucoup de ces cas, mais normalement, le froid n'a rien à voir. Ah bon? Ouais, c'est plus chez les drépanocytaires que le froid, en fait, leur entraîne des crises. Ok. C'est plus chez les... C'est-à-dire, c'est la tête aussi. C'est vraiment psychologique, quoi. Oui, c'est la tête. Et parfois aussi, après le traitement, les patients finissent avec une douleur. Et c'est cette douleur qui est plus réveillée. C'est pas que c'est dû au traitement ou quoi que ce soit. Ok. Voilà. Mais forcément, quand on fait le traitement, on ne peut pas ramener comme Dieu a créé. Mais Ah. on essaie juste de pouvoir redresser l'os et pouvoir permettre aux patients de consolider et surtout de pouvoir retrouver la mobilité ou bien l'activité du membre en question. Ok. Voilà. Je voulais poser une question par rapport à un cas d'accident à la maison. La dame, les enfants ont laissé de l'eau sur le carreau. Quand elle s'est glissée, elle s'est cognée. Elle part derrière. Je l'ai retrouvée avec une minerve au cou. Mais elle me disait qu'elle vient de retrouver la parole après 2 mois. Oui. Alors, ça veut dire qu'elle a eu un traumatisme crânien. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a eu comme lésion. Peut-être qu'elle a saigné dans la tête. Mais... Oui, elle a dit qu'il y a eu un saignement dans la tête. Oui, voilà. Ça veut dire que soit elle a eu un hématome ou bien des contusions hématohémorragiques. C'est-à-dire quand la personne a le choc comme ça, il y a le cerveau, en fait, les vaisseaux qui entourent, il peut avoir, c'est comme un éclatement, je vais dire, de façon terre à terre, de ces vaisseaux qui vont saigner dans le cerveau. Normalement, quand une personne fait un accident ou bien tombe à la maison, l'idéal, il faut protéger le cou parce que c'est la colonne vertébrale, c'est par là que commencent les problèmes tétraplégiques. C'est-à-dire chacun doit acheter minerve pour garder. Non, justement, c'est pas possible. C'est pour ça il est important. C'est d'où l'utilité du service de SAMU que vous pouvez appeler. Voilà. Alors, madame, en parlant de ça, bon, déjà, c'est une des meilleures fans de Nectar qui a eu le cas.
Mais ça va un peu mieux, elle a retrouvé quand même. Mais elle a toujours le truc au cou. Oui. La minerve au cou. C'est normalement, je ne sais pas ce qu'elle a eu comme lésion. Parfois, on est obligé de laisser la maladie. C'est comme un moyen d'immobilisation. Oui. Donc, pendant un temps, le malade, il garde ça et après, on fait ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme des massages. De façon, des massages, on essaie de redonner en fait à la zone sa fonction. En parlant toujours de la douleur au cou, moi, pour mon troisième geste, j'ai eu à soulever la tête sur le bloc et ça m'a créé des problèmes pas possibles après la naissance du bébé. J'étais restée, bon, sans minerve, mais on m'avait tellement fait des injections, c'est après ça s'est calmé. Où est-ce qu'on peut placer ça? Classer plutôt ça. Comme pathologie, oui. Il faut voir un neurochirurgien en fait. Mais je pense que ça doit être dû à l'anesthésie. Oui, c'est pour ça souvent vous allez voir quand on amène les patients au bloc, et on lui fait l'anesthésie, on lui dit Mbakota idio. Voilà, ça peut avoir des effets. Il y a eu 3 anesthésies. Première, ça n'a pas marché. Deuxième, troisième d'abord. Maintenant, c'est vrai bon, je ne sais pas s'il y a une étude tout autour de ça. Souvent, les patientes qui subissent tout ce qui est anesthésie, rachi-anesthésie, peut-être pour l'accouchement césarienne, ils finissent avec quelques petits. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Et il y a aussi l'hyperlordose due à la grossesse aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a ça avant l'anesthésie. Parce que l'hyperlordose lors de la grossesse, parce que le ventre qui pousse, le rachis, il est déformé en fait. Le rachis essaie de s'adapter par rapport au ventre qui est en train de pousser. Et ça, par contre, on ne peut pas... Tout ce qu'on peut faire, c'est soulager la malade et éviter qu'elle fasse des complications. En tout cas, j'ai eu Alors, on a donc, pour poursuivre, parlant de prévention, on est dans la sécurité routière. Hein, on a la sensibilisation à la sécurité routière peut réduire le nombre d'accidents et de blessures. Rôle des équipements. Le port de la ceinture de sécurité, l'utilisation des casques, la formation des conducteurs. On a l'impact psychologique. Les victimes d'accidents peuvent souffrir de traumatismes psychologiques nécessitant un suivi. Et on a la réglementation, on a les lois, on a les interventions médicales, sensibilisation communautaire. C'est ce tableau qui présente, c'est beaucoup, hein, donc on aura, nous, après, tout le temps de pouvoir en parler quand le docteur ne sera plus là avec nous au plateau. Mais vous avez plusieurs personnes qui disent bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai eu un accident depuis 1 an et demi, mais mon pied est, désolé, penché. Désolé. J'ai la douleur aussi. Est-ce que je peux avoir le redressement du pied? Ça, je crois qu'il faut aller vers les... Il faut consulter un chirurgien traumatologue. Ah bon, hein? Moi, je voulais parler de CNAO. Enfin, désolé pour Oui, en fait, normalement, il faut voir le spécialiste. C'est lui qui vous dirige, donne les consignes. Voilà. En fait, on travaille avec le CNAO. Bien sûr. Oui, pour les patients amputés et tout, pour les rééducations. Voilà. C'est-à-dire, j'ai peur, je veux pas... c'est ça, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Mais une autre fois, on vous recevra pour en parler, justement, parce qu'on sait que amputé, être amputé, c'est tellement quelque chose de... Oui. C'est quelque chose de voilà. Et aussi, je profite de cela pour faire appel aux personnes qui s'intéressent à la chirurgie de venir. Non, il faut regarder. Hein, donc, il faut savoir que normalement, actuellement, je vais dire, les chirurgiens orthopédistes au Togo, c'est moins de 20 hein, dans le public en fait. Okay. Or, on sait... Vu le niveau social de la population, tout le monde n'a pas ce luxe d'aller se faire soigner en privé. Donc, normalement, dans un CHP, par exemple, on doit avoir un chirurgien, dans un CHR 2 et dans un CHU au moins 4. Donc, actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, les études, 12 ans là. C'est la formation, rien, hein. Oui, c'est rien en vrai. Ça passe vite. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai une question très rapidement. Est-ce que vous avez duré dans le domaine? Est-ce qu'on s'y fait? Avoir le sang, à se retrouver incapable de pouvoir... Parce qu'à un moment donné, est-ce que vous faites tout et que vous ne pouvez pas sauver le patient? Bien sûr. Le patient est obligé de nous quitter, de laisser ce monde. Est-ce qu'on s'y fait? Comment est-ce que vous vivez cela? Moi, ça m'intrigue beaucoup. C'est pourquoi les chevaux... C'est pas facile. Hein. Avant, quand moi j'ai commencé ma formation, mon premier baptême était lorsqu'on a eu un décès. Et je vais dire, mon aîné de garde m'a demandé d'aller annoncer. Moi, j'ai passé, parce que moi-même, je pleurais déjà. Or, toi, le médecin, en fait, tu dois être fort mentalement pour pouvoir annoncer et pouvoir
soutenir les parents et autres. C'est pas vraiment évident. Il nous arrive même que ce soit lors de la formation pour la chirurgie ou autre, il arrive en fait que certains d'entre nous tombent évanouis juste à la vue du sang. Mais avec le temps, ça se travaille en fait. Parce que tu penses sauver vie, tu ne penses pas à toi. Tu penses sauver vie. Mais il y en a, toute leur formation, toute leur carrière, ils n'arrivent pas. À un moment donné, ils flanchent. Voilà, au cours d'une intervention, le chirurgien lui-même peut tomber dans les pommes comme ça. Hein. Oui, ça peut arriver. C'est la bonne. Hein. Ça peut arriver. Mais il y a un assistant. Non, il y a. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe, voilà. Il peut se faire remplacer et on le fait sortir. Et après, il revient en fait. C'est ça. Voilà. Parce que je me dis, l'autre revers, si on doit dire revers, parce que comme vous l'avez dit, vous êtes focus sur le fait de sauver une vie, mais ouvrir quelqu'un et opérer, je suis d'accord. Mais quand on se dit que ça là, on doit scier, couper, enlever, j'imagine quoi, quel état, parce que après tout, vous avez des membres aussi. Oui. Donc, se voir en train de... Mais c'est comme vous le dites, on est focalisé sur le fait de sauver la personne. Donc, des fois, je crois que c'est inhibé. Vous n'y pensez peut-être plus. Mais est-ce qu'après... Pas vraiment. Hein. C'est pas évident parce qu'il y en a même qui développent des... Vous allez voir des médecins, chirurgiens, ils deviennent fous en fait. Oui. C'est vraiment... Il faut avoir un mental. C'est comme quand tu pars au bloc, tu amputes le membre. Ça trottine dans la tête. Hein. Ça trottine dans la tête. Ou tu fais une faute médicale. Quand tu fais une faute médicale, bah, tu culpabilises. Parfois même, on a recours au psychologue en fait. On envoie le médecin ou le chirurgien ou le médecin vers le psychologue parce qu'on voit. Et il y en a qui arrêtent même leur carrière à cause de ça. Peut-être qu'il a eu un événement, c'est de sa faute, le patient est décédé ou bien un truc comme ça. Il y en a qui ne supportent pas. C'est pour dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais vous tenez jusqu'à présent. Oui. Et vous allez tenir. Oui, je tiens. Ce qui me fait tenir surtout, en fait, c'est quand, voilà, après avoir traité un malade, il rentre docteur Nemniwa. J'imagine que ça peut... Exactement, ça fait plaisir, en fait. Ou bien de revoir le malade, il est revenu concassé. Parfois, on a les malades qui restent dans le coma pendant longtemps. Après, on en a actuellement plein. C'est un patient qui se casse un peu de partout. Et un jour, comme ça, tu le revois en consultation, tu te dis, oui, j'ai fait quelque chose. Voilà. Wow. Ça fait plaisir, en fait. Il y a des malades qui viennent, ils remercient. Forcément, on n'arrive pas à sauver tout le monde. Il y en a qui sont des remords pour nous à vie. Et c'est comme ça aussi, par ça aussi, on arrive à s'améliorer, comme on le dit. C'est comme quand tu prépares la pâte et tu... Voilà, nous, baignois, tu apprends, en fait. Yeah. Si vous me permettez, bien sûr. Alors, on parlait tout de suite du fait de comment est-ce que les médecins pouvaient tenir face à certaines choses, mais on parle aussi du fait qu'il y en a qui deviennent insensibles avec le temps et tout. Qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce qu'ils deviennent insensibles? Ça, c'est une très belle question. Est-ce que bon, on ne peut pas généraliser, mais est-ce que les médecins deviennent réellement insensibles? Moi, souvent, je suis honnête, d'accord? Il y a des médecins... Ils ne font pas leur métier, en fait. Ils ne connaissent pas leur métier. Parce qu'un médecin, normalement, il doit avoir le courage. Le malade, en fait, quand il vient à l'hôpital, il a une douleur. Le malade n'a pas de raison, en fait. Il est en train de souffrir pour lui. Vous devez le soigner. Donc, il peut arriver, en fait, que le malade se comporte mal ou bien quoi que ce soit. Vous, le médecin, vous devez avoir cette... comment je vais dire? De pouvoir faire la part des choses, en fait. Il y a des malades, des médecins... Ils sont méchants de nature, je vais dire. Pour le dire simplement comme ça, ils sont méchants de nature. Et maintenant, il y a une population qui connaissent vraiment leurs devoirs, qui font leurs devoirs. Et il y a, moi je mets ça en 3 catégories en fait. Et il y a cette population qui est frustrée parce qu'ils travaillent, mais le revenu, il n'est pas bon. Voilà en fait. Donc, et on remarque, en fait. Voilà, il y a un peu de tout. Il y en a, c'est parce que leur salaire, peut-être, ils n'ont pas été payés. Ils vont décharger ça sur le... Voilà. Alors que toi, si tu es venu avec ta douleur et voilà, tout ça, c'est vraiment normalement, compliqué. Un médecin, quand tu arrives à l'hôpital, on s'en fout de si tu as des problèmes. Tu as des problèmes à la maison, si toi-même tu es malade. Le malade, il a mal en fait, il souffre, il vient, il veut qu'on le soigne.
J'ai des choses à dire. Donc, voilà, il faut aimer son métier, en fait. Et surtout se mettre en tête, voilà, et surtout se mettre en tête que les personnes qu'on soigne, souvent moi, dans ma formation, bon, on a, en fonction des années, on a ce qu'on appelle un jeune, un cadet. Je dis souvent à mes jeunes, quand tu fais quelque chose, il faut penser, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ça. Ça peut t'arriver. Et ça arrive dans notre domaine. C'était la question que j'allais vous poser. On a eu déjà retrouvé avec quelqu'un de proche. Oui, on a nos infirmiers, nos propres. Récemment, il y a même quelques jours, elle est aussi chirurgienne comme moi. Son papa est venu. On n'a pu rien faire. C'est pour dire que ça peut arriver à tout le monde, en fait. Donc, ça peut arriver à tout le monde. On est des humains aussi, hein. Même si on a un métier qui fait de nous... voilà, mais on est des humains. Quand le docteur dit qu'il est malade, le docteur Tchalena donne. Ça, j'avoue, il y a des collègues, franchement. C'est pour ça que je dis, je mets ça en plusieurs catégories. Les méchants, ceux qui sont frustrés par le salaire et ceux qui connaissent vraiment leur métier le font avec amour. Quand vous fermez, est-ce que vous avez, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous arrivez en étant vous, madame, maman de la maison, votre famille et tout ça, ou alors ça vous suit? Imaginez que peut-être vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui... parce que c'est impressionnant. Moi, quelqu'un qui a eu vraiment le diabète à un niveau et malheureusement, il a fallu l'amputer. Nous, on était juste à côté de la personne, enfin, en tant que garde malade, je ne sais pas comment dire, parce que c'était un membre de famille, mais nous-mêmes, déjà, c'était enfin, c'est pas facile la personne, tu l'as vue, elle est revenue avec, il n'y a plus, voilà, et la douleur, tout le traumatisme et tout ça. Tu regardes et tu regardes toi-même tes jambes, quoi. Tu te dis, faut arrêter certaines choses. C'est que ça te traumatise. Donc, quelqu'un qui est chirurgien traumatologue et qui, justement, a fait ce genre d'opération, qui revient à la maison. Parce que j'ai écouté Mme Sandra parler tout à l'heure. Et on dit, passons à table. Déchire la cuisse de poulet pour manger. Est-ce que quand vous arrivez à la maison, la vie, elle est belle, elle est normale, vous faites un peu de zumba, vous dansez, vous chantez, vous criez, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis c'est au cas par cas, en fait. Récemment, par exemple, on a eu à faire l'amputation à une jeune dame, je pense qu'elle avait 22 ans, elle est secrétaire, elle a eu un accident, elle a eu un écrasement de membre. Donc, dans ce genre de cas, c'est soit tu veux sauver la vie, parce qu'en voulant sauver le membre, donc quand tu fais l'amputation comme ça, quand tu rentres ça, tu travailles. Parce que même nous, on n'est pas épargnés. Même nous, on n'est pas épargnés. C'est pour dire, même on a eu des étudiants en médecine, des médecins même qui ont eu des accidents. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas évident. Parfois, tu manges. Parfois, même, tu perds l'appétit. Il y a des jours où tu rentres, tu n'as pas le moral. Tu rentres, tu dors. Parce que tu n'as pas le moral. C'est pour ça, je dis, parfois, on est obligé de faire recours aux psychologues et autres. Ah là là, on n'a pas envie de vous laisser partir, docteur, mais on sait que vos patients vous attendent. Ce n'est que la phase 1, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on sensibilise beaucoup, pour que... Il y a beaucoup d'accidents qui pourraient vraiment être évités si on prenait la peine de respecter le code de la route. Surtout la tolérance. Surtout la tolérance, voilà. C'est très important. Donc, on reviendra encore avec le docteur Corinne selon votre emploi du temps. On va parler aussi, parce qu'il y a plein de questions, mais elle ne peut pas répondre à tout aujourd'hui. Il faut vraiment qu'elle puisse... On a même abusé de son temps ce matin. Déjà, elle doit repartir. Beaucoup demandent comment faire pour vous contacter et tout ça. Est-ce qu'il faut, quand vous avez un problème, vaut mieux aller directement à l'hôpital et puis je crois qu'on va vous diriger ou... Alors, bon, j'ai pas de problème à donner mon numéro. Magnifique. Et surtout que les gens n'hésitent pas, qu'ils ne se forgent pas surtout cette idée que le CHU, on fait que du mauvais en fait. Voilà, faut pas se forger. Ça, j'ai besoin que vous donniez ce message comme cela se doit. Oui. Donc, vous allez regarder la caméra. Donc, mia djilo, mia fofo, mia dadao, ne midjafoku, ne ndelewo mia. Mi va konji ne egam le mia si chonwa ne wa opérer mia lo ndea en fonction de nke le wo mia mi s'adapter na
D'accord, mugomeni bena milava ndekpela ni fataya. Voilà, milate piremianti ni maglon. Donc mais nous beglek boé journalé noir. Ya ko bena ame bobore chonvana ki otona lemi. Donc mingba avant. Mi va mille vous voulez et doame amedo le a mona wabedo de diova. Nous torchan oleme. Donc n'hésitez pas surtout quand vous avez un souci de consulter un médecin et c'est si le médecin n'arrive pas à vous aider, il faut consulter un autre médecin. Quand vous n'êtes pas satisfait, il faut consulter un autre médecin. C'est pour ça qu'on dit, vous avez le droit d'avoir plusieurs avis. Il y a des malades comme ça. Donc, faites l'effort de venir surtout pour ceux qui ont des fractures, que de venir avec des complications et on ne sait plus comment vous aider. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, je vais donner mon numéro, je n'ai pas de problème. C'est le 91 14 89 04. Ce numéro est sur WhatsApp, mais faut pas appeler à tous les heures. Faut pas appeler à tous les heures. Oui, c'est ça. Ça veut dire que votre page TikTok, enfin sur le réseau je l'avais supprimé en temps totalement parce que je commençais pas à trouver ce réseau toxique. Et bon, après, vous devrez reprendre aussi vu les cas parfois. Oui, bon, là j'ai réécrit un, mais c'est juste que je n'ai plus le temps pour faire beaucoup de vidéos. Pour faire beaucoup de vidéos. Voilà. Docteur Couride, merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas vraiment ces occasions pour pouvoir parler et faire une sensibilisation à la population. Donc, merci à vous. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. On vous aime fort comme ça. Merci. Faites le bon cœur. Ah! Dans la fête de Dr Couride, les gens font cœur. Ah, ça! Merci à vous. Ça fait plaisir. On vous aime fort. On salue tout le service de traumatologie oui. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Voilà, on salue. D'ailleurs, bon, quand vous le saluez comme ça, ou bien vous le saluez comme ça? Ça s'arrête de l'autre côté. Ok, donc nous on fait quand même ça, on se comprend. Et merci, on est sûr qu'on va vous retrouver très vite sur le plateau et que vous allez pouvoir répondre aux autres questions justement de nos téléspectateurs. Et n'oubliez pas, quand vous voyez moyen léger contrat. C'est pas léger, non? Voilà, c'est contrat. Il y aura amputation de tenue. Ah oui. Amputation. Et là, quand docteur... Non, comment? Cheveux? Tenue. Tenue. Non, comment? Cheveux? Ah, au blé ou là. Là, tu n'auras pas besoin tu as besoin d'une minerve, non? Ah, oh, Mimi. Oh, Mimi. Eh bien, on vous souhaite un très bon week-end. Quelqu'un a demandé si vous avez des jours de repos en tant que médecin. Oui, les week-ends. Les week-ends, hein? Micro? Les week-ends. Et on a un mois de congé sur une année. Sur une année. Notre formation, Magnifique. voilà. Magnifique. Magnifique, docteur. On vous retrouve très bientôt sur le plateau. Merci. D'ici là, bravo pour ce que vous faites et continuez. Ce n'est pas facile, mais vous avez décidé d'embrasser cette carrière-là. Et nous, on ne peut que dire chapeau pour. Si demain aujourd'hui c'est vendredi, si lundi je viens ici, je vois quelqu'un. Oui. On va se voir.